le droit interdit à un pays d'en attaquer un autre. Et donc il y a une contradiction des pays occidentaux de ne pas condamner ces attaques et de dire si Israël est attaqué, on viendra le défendre, parce que finalement Netanyahou a profité de ces attaques pour resserrer les liens autour de lui, des États-Unis, des pays européens qui commençaient à critiquer sa politique à Gaza, et du coup maintenant on parle de l'Iran et on ne parle plus de Gaza, alors que les massacres continuent à Gaza. Pascal Boniface, bonjour. Bonjour. Vous êtes géopolitologue, fondateur et directeur de l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Vous avez écrit ou dirigé plus de 80 livres, dont la plupart font l'objet de rééditions régulières et de traductions multiples. Vous avez écrit 2 livres aux éditions Macmillan, Les pompiers pyromanes en 2015 et Antisémites en 2018. Dans ce nouveau livre, Permis de tuer, Gaza, génocide, négationnisme et Hasbara, vous dénoncez le traitement réservé aux Palestiniens de Gaza depuis le 7 octobre 2023, dans une perspective mêlant analyse politique, géopolitique, défense du droit international, critique médiatique et engagement éthique. Le livre est sorti maintenant il y a un peu plus d'1 mois. Avez-vous été confronté à des critiques, voire des polémiques depuis la sortie de votre livre? Non, c'est silence radio ou silence télé d'ailleurs, et silence presse écrite. Il y a plutôt une omerta. J'étais déjà interdit dans de nombreux médias, notamment sur Radio France. Je suis interdit d'antenne depuis que j'ai parlé de Philippe Val dans mon livre Les Ateliers de faussaires. Il me l'a pas pardonné, et ceux qui ont suivi ont maintenu sa fatwa. C'est quelqu'un qui dit qu'il est pour la liberté, sauf celle des autres, et avant tout la sienne. Et puis, c'est vrai, en fait, quand vous critiquez la presse, il m'arrive de critiquer les médias, de dire que là je suis pas d'accord, ils vous pardonnent pas. Donc il y a pas mal de médias où je suis interdit, et ce livre, il est invisibilisé dans la presse mainstream, il existe sur les réseaux sociaux, sur les vidéos, dans les médias alternatifs, mais je sais dès le début, je savais que évidemment l'Express, Le Point, y compris l'Obs, n'en parlerait pas, mais Libération, Le Monde n'en parlerait pas, Le Figaro n'en parlerait pas, bon bref, et que je serais pas invité dans les matinales, donc ok, je le savais. Il y a un autre moyen de communiquer, hein, il faut s'adapter à cela. C'est un peu, il faut communiquer maintenant par les réseaux sociaux, et là-dessus, vous pouvez être plus libre de vos propos. Philippe Val, justement, ancien directeur de France Inter, a dit que vous n'avez rien inventé, seulement pris en marche le train de l'antisémitisme de gauche. Oui, il m'accuse régulièrement depuis que, en fait, la première fois qu'il s'attaquait à moi, Philippe Val, c'était pendant la guerre d'Irak. Moi, j'étais surpris parce que Charlie Hebdo, pour moi, c'était un canard sympa. Et en fait, il a pris un tournant néoconservateur très rapidement, Philippe Val. C'est pas le Philippe Val qui était anard, qui chantait du Léo Ferré, qui faisait le duo anard avec Patrick Font, et qui se moquait de BHL, qui vraiment, j'ai raconté tout ça dans Michel Faussaire. Il a pris un tournant néoconservateur. Est-ce que c'est pour faire oublier son amitié avec Patrick Font? Est-ce que c'est pour savoir qu'il aurait des reconnaissances institutionnelles? Donc, en tous les cas, il a fait un tournant à 100%. D'ailleurs, la presse est assez... Denis Robert en a parlé dans un livre. La presse ne s'attarde pas trop sur la façon dont il a pris Charlie Hebdo, dont il a viré le professeur Choron, qui était quand même l'historique. Et après, donc, il a soutenu la guerre en Irak en 2003. Donc, il s'est attaqué à moi parce que j'étais opposé à cette guerre. Et en fait, un jour, j'ai eu un débat avec Charb, qui m'a dit « Non mais t'as tort, Charlie Hebdo c'est plus Philippe Val, il est à France Inter, nous on a une ligne politique qui est très différente. » Sa ligne politique à lui était minoritaire au sein de la réaction de Charlie Hebdo, sa ligne néoconservatrice, très réactionnaire. Et donc il a le défaut de tous ces gens-là qui traitent d'antisémites tous ceux qui disent que l'occupation d'un peuple par un autre n'est pas normale, et la moindre critique d'Israël est tout de suite considérée comme antisémite. Donc, c'est la rhétorique de Netanyahou, et que Philippe Val, mais il jouit d'une impunité par rapport à ces différents revirements, et par rapport à quelqu'un qui se prétend être voltairien pour la liberté, qui a viré plein de gens de Charlie Hebdo, qui a viré plein de gens de France Inter quand il y était, et qui veut faire taire tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Vous avez récemment été également attaqué par Nathalie Loiseau, ancienne ministre des Affaires européennes, députée européenne depuis 2019, qui vous accuse de ne pas avoir suffisamment dénoncé le gouvernement iranien. Oui, Nathalie Loiseau me prend à partie régulièrement, sans que je lui demande rien. Elle dit que c'est le débat. Non, quand on accuse quelqu'un, c'est le débat du style je suis le juge de l'Inquisition et toi tu dois répondre. Pour moi, c'est pas un débat. Donc, elle commence parce que j'avais dit que le droit international n'avait pas été respecté dans les frappes israéliennes contre l'Iran.
Moi, j'ai toujours critiqué le régime iranien, j'ai jamais soutenu. Je vais pas en Iran, du fait qu'il y a des collègues universitaires qui sont otages là-bas. Et donc, je suis très tranquille, sauf que je trouve que la guerre ne règle pas les problèmes. Et donc, elle a pris ce prétexte pour m'attaquer en disant, grosso modo, en faisant passer pour quelqu'un qui soutient le régime iranien. Donc, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Elle ne pourra pas trouver un tweet ou un livre de ma part ou une phrase disant que, bon... Et je fais remarquer cela, mais en fait, ce qui est un peu plus grave chez cette femme, c'est qu'elle veut faire taire, elle profite du pouvoir politique pour faire taire la liberté universitaire, pour empêcher qu'on puisse ne pas être d'accord avec les autorités de son pays. Et donc, c'est plutôt le modèle hongrois que le modèle français. Et donc, elle fait ça régulièrement. Bon, et c'est effectivement, il y a des fois, j'approuve la politique de Macron, des fois, je la critique. Elle voudrait certainement qu'on ne fasse que l'approuver. Il y a aussi un peu, peut-être qu'elle se met aussi un peu en avant comme cela. Et donc, voilà, j'ai répondu sur Twitter et je pense que ça n'a pas été, enfin, les gens ont compris qu'elle ne pourrait pas comme ça museler l'opinion universitaire, enfin, surtout si on n'est pas d'accord avec elle. Vous parlez d'un deux poids, deux mesures dans l'application du droit international. Pourquoi la guerre de Gaza vous semble-t-il emblématique par rapport à cette... La guerre de Gaza, est ce qui se passe en Iran. Une fois encore, moi, j'ai pas beaucoup de sympathie pour le régime iranien et je pense qu'il ne faut pas que l'Iran ait l'arme nucléaire. Mais je pense que la guerre n'est pas une solution. Et je pense que la violation du droit international n'apporte pas de solution parce que on peut avoir un résultat rapide en disant, bon voilà, tant pis, c'est la politique de force. Mais si on multiplie une politique de force, on va vers la catastrophe. Poutine fait ça par rapport à la Crimée et à l'Ukraine. Ensuite, Israël fait ça par rapport à Gaza. Et désormais, Israël fait ça par rapport à l'Iran. Et en fait, Israël va bientôt bombarder toute la région. Et donc, beaucoup ont soutenu... Ce qui m'étonne, c'est que les pays occidentaux, qui se disent toujours attachés à la défense du droit international, ont dit, bah non, en fait, Israël, on va pas condamner les attaques d'Israël. Israël n'était pas... Il y a deux cas où on peut user de la force dans les relations internationales. C'est en cas de légitime défense ou en cas de décision du Conseil de sécurité. Aucune des deux n'était là. Frédéric Ancel dit mais c'est normal, il fait la propagande d'Israël, il dit que Israël est dans son bon droit en attaquant l'Iran. Non, il est dans son bon droit politique tel qu'ils définissent eux-mêmes leurs droits, parce qu'ils pensent qu'ils ont tous les droits, Netanyahou. Mais le droit interdit à un pays d'en attaquer un autre. Et donc il y a une contradiction des pays occidentaux de ne pas condamner ces attaques et de dire si Israël est attaqué, on ira le défendre, parce que finalement Netanyahou a profité de ces attaques pour resserrer les liens autour de lui, des États-Unis, des pays européens qui commençaient à critiquer sa politique à Gaza, et du coup maintenant on parle de l'Iran et on ne parle plus de Gaza, alors que les massacres continuent à Gaza. Israël se bat actuellement tout azimut. Il frappe les Palestiniens, les Libanais, les Syriens, les Yéménites, les Iraniens. Netanyahou et ses relais affirment qu'Israël est dans son bon droit. Comment ce sentiment d'impunité d'Israéliens s'est-il développé ? Disons, ils ont la force, parce que par rapport à tous ceux dont vous avez parlé, ils sont plus forts. Ils sont nettement plus forts. La disproportion de force est sans commune mesure. Et par ailleurs, ils utilisent la force sans jamais avoir été sanctionnés. Normalement, utiliser la force dans les relations internationales, de façon illégale, doit être sanctionné. Israël ne l'a jamais été. Et depuis 1967, depuis l'occupation de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est. Donc Netanyahou se dit que, oui, peut-être que l'image d'Israël était cornée, mais de toute façon, il dit, de toute façon, les gens sont antisémites, donc ils seront contre moi. Et puis, en fait, je fais ça parce que je peux rester au pouvoir, je solidarise mon opinion publique parce que les gens sont plutôt contents de voir que l'Iran a été bombardé. Et donc, il profite de cela et il ne subit aucune sanction au niveau international. Donc en fait, il n'a aucun intérêt à changer d'attitude. Plus il utilise la force, là par exemple, une fois qu'il y a eu un changement de régime en Syrie, il a continué à bombarder la Syrie, c'était illégal. Une fois encore, le droit, c'est pas selon les bonnes relations que l'on a ou pas avec quelqu'un, ou selon l'appréciation que l'on a de quelqu'un. Le droit, c'est universel, c'est la même règle pour tout le monde. Et on voit bien dans les commentaires qui sont faits sur l'Iran, comme l'Iran n'est pas aimé pour des raisons légitimes, par rapport à sa politique répressive, on dit finalement, bombarder un pays qui est une dictature, c'est bien, c'est normal. Sauf que là, c'est la porte ouverte vers le chaos, c'est la porte ouverte aux violations permanentes du droit international, et il y a une multiplication des violences, parce que chacun va se dire, pourquoi moi je me priverais de faire ce que Israël fait. Donc il y a effectivement une impunité, jamais on a reproché à Israël d'avoir utilisé la force, jamais il y a la moindre sanction, et on voit bien la contradiction des pays occidentaux, qui sanctionnent très durement, c'est le 17e train de sanctions contre la Russie, qu'on peut comprendre, parce que la Russie a commis une guerre illégale, mais aucune par rapport à Israël, et surtout, c'est très important, ça vient
diminuer la crédibilité des pays occidentaux par rapport aux pays du Sud global, qui sont de plus en plus importants, qui disent aux pays occidentaux, et je pense qu'avec ce 2 poids 2 mesures par rapport au bombardement israélien sur l'Iran, ça va être accentué. Bon, en fait, le droit international, non. C'est le droit pour vos amis. Vos amis peuvent violer le droit, ça ne vous fait rien. Et par contre, vos rivaux ne peuvent pas le faire. Donc, ne parlez pas de droit, mais parlez d'intérêt, parlez... Bon. Dans ce cas-là, la France, avec l'Allemagne et le Royaume-Uni, ont préféré l'alliance civilisationnelle avec Israël sur le respect du droit international. Vous dénoncez dans votre livre le rôle de la France qui joue dans ce conflit. En quoi est-ce une erreur ? La France n'est plus assez active sur ce conflit. Au départ, il y a une position singulière et on voit bien les hésitations du président Macron à reconnaître la Palestine. Il y a 148 pays qui ont reconnu la Palestine. La France est un peu en retard. Pendant très longtemps, disons jusqu'à Chirac, et jusqu'à Chirac 2005, parce que déjà après 2005, c'était plus la même chose. Jusqu'à Chirac, De Gaulle, Mitterrand, même Giscard et Chirac étaient très actifs. Cela valait à la France un prestige important parce qu'elle disait ce qui était juste, et elle allait à l'encontre des idées reçues et à l'encontre de la majorité occidentale. La France était le pays occidental qui avait les positions les plus universelles par rapport au conflit israélo-palestinien, et donc dans les pays de ce qui était autrefois le tiers-monde, ce qui est maintenant le Sud global, c'était apprécié, parce que elle n'avait pas une vision purement occidentale. Elle était différente des autres pays occidentaux qui étaient très proches d'Israël. La France soutenait Israël, mais plaidait aussi pour le droit des Palestiniens à avoir un État. Et là, on voit bien que, en fait, Macron a hésité et il est bloqué par les États-Unis, il veut pas perdre le lien avec Trump, il veut pas complètement se fâcher avec Netanyahou pour ne pas perdre une influence éventuelle qu'il aurait sur Netanyahou. Or, force est de constater qu'il n'en a aucune. Netanyahou n'écoute rien de ce que peuvent penser les dirigeants européens en général. Vous êtes également sévère envers les médias français. Quelle pratique médiatique vous semble plus problématique depuis le 7 octobre 2023 ? Disons que globalement, les médias se mettent d'un point de vue israélien. On parle des otages, mais il y a des milliers de prisonniers palestiniens qui n'ont pas été condamnés, qui ont été pris comme cela, prisonniers, souvent qui ne sont pas jugés, on ne sait pas de quoi ils sont accusés. Et c'est une organisation israélienne qui l'a documenté, il y a des tortures fréquentes. Mais en fait, on parle des otages israéliens, on ne parle pas des prisonniers. Et il y a une fois, on a mis un titre sur les otages palestiniens, le type qui a fait ça a été viré, parce que le terme d'otage est réservé pour les Israéliens. Lorsque il y a des bombardements, on parle de la douleur, de l'inquiétude des Israéliens, mais les Palestiniens non. Là, regardez, depuis qu'il y a des bombardements iraniens sur Israël, on a eu beaucoup de reportages sur l'inquiétude, l'anxiété des Israéliens. On comprend qu'elle existe quand vous pouvez recevoir des missiles, mais c'est le lot quotidien des Palestiniens depuis 7 octobre, et on n'en a pas beaucoup parlé, ou pratiquement jamais, dans les médias mainstream. Donc on voit bien que les médias mainstream adoptent un point de vue israélien, parce qu'ils pensent que c'est un bloc civilisationnel, et que les autres, c'est les Arabes, c'est pas la même chose. Et donc il y a effectivement un parti pris israélien de la plupart des médias français. Le 27 mai 2025, les journalistes Laurence Ferrari, Franck-Olivier Gisbert et Céline Pina sont récompensés lors d'un gala de soutien de l'armée israélienne par l'organisation Diaspora Defense Force, association fondée par le publicitaire Franck Tapiro. Et dans ce gala d'ailleurs, un quiz interactif durant le gala proposait au public de deviner le pourcentage de Gazaouis morts depuis le début de la guerre. Qu'en pensez-vous ? C'est pas très digne tout ça. Enfin, disons que c'est vrai que lorsque le porte-parole de l'armée israélienne félicite des journalistes en disant qu'ils font bien leur boulot, on peut se dire que s'il fait bien le boulot de la part d'un pays qui est en guerre, d'une armée qui a quand même du sang sur les mains, c'est qu'il fait peut-être pas bien son boulot du point de vue de l'information du public. Et donc ces gens se sont auto-congratulés. En fait, ce que l'on voit, c'est que les mêmes d'ailleurs avaient participé à un gala d'un chanteur israélien qui est venu projeter des images de l'action de l'armée israélienne. Et donc dès qu'il y a une parole qui est pro-palestinienne, souvent on interdit les manifestations, et il y a tout de suite le risque de dire que vous faites de l'apologie du terrorisme. Et donc, des plaintes ont été faites, souvent elles sont classées parce qu'il n'y a pas matière, mais les gens sont inquiétés, ils peuvent être gardés à vue, et donc on voit bien qu'il y a une sorte de criminalisation du soutien à la Palestine. Par contre, l'apologie des crimes de guerre, qui est aussi juridiquement, qui est aussi une incrimination juridique,
Jamais. Et ce gala était en partie une sorte d'apologie des crimes de guerre, puisqu'on faisait des quiz sur le nombre de morts, ainsi que le gala du chanteur qui montrait des images de Tsahal en action. Et donc on voit bien que là qu'il y a un deux poids, deux mesures qui est très net. Et il y a en fait les défenseurs d'Israël, même dans les pires commentaires qu'ils peuvent faire, ne sont pas inquiétés pour le moment. Bon, il y a quand même certains syndicats aux rédactions qui contestent et qui ont demandé, par exemple, le départ de Barbara Lefebvre après ses déclarations haineuses sur Gaza. Déclaration haineuse à répétition, effectivement, c'est une des grandes figures, des grandes gueules. La Chopari, elle est présentée comme prof, je doute qu'elle enseigne depuis longtemps. Mais elle est prof et donc elle peut dire que les élèves sont des sauvageons, elle n'a pas été devant une classe depuis très longtemps. De même que Yanis Roder qui dit être enseignant dans le 93, on n'a jamais su dans quel établissement il enseignait, mais il peut dire du mal de la population du 93, il peut appeler son soutien constant à Israël. D'ailleurs, il était au gala de la Diaspora Defense Force, un peu bizarre pour quelqu'un qui est le référent laïcité au ministère de l'Éducation nationale. Ça me paraît pas très laïque tout ça. Et donc voilà. Et donc il y a une mise en cause effectivement de cela. Alors effectivement, comme vous l'avez dit, il y a eu une réaction de la Société des rédacteurs de BFM disant qu'il ne voulait plus être associé à Madame Barbara Lefebvre. Vous parlez longuement dans votre livre de la Hasbara, le service de communication et de diplomatie d'Israël, qui fait du lobby auprès des pays occidentaux. Pensez-vous que les États-Unis soient sous influence israélienne ? Alors, il y a une alliance civilisationnelle entre les États-Unis et Israël, mais depuis longtemps, depuis 67. Les deux pays se voient comme deux peuples missionnaires. Ce sont surtout les Juifs américains se détachent d'Israël. Ils sont plutôt libéraux. Et il y a d'ailleurs une différence entre la communauté juive française qui s'est rapprochée d'Israël, historiquement, et la communauté juive américaine qui s'en éloigne. Par contre, le plus fort soutien d'Israël aux États-Unis, ce sont les chrétiens sionistes, les fondamentalistes en réalité, qui estiment que pour que le Messie revienne sur terre, il faut que les Hébreux occupent les terres que Dieu leur a données. Et c'est eux, cette extrême droite-là, qui est le plus fort soutien d'Israël, avec parfois des gens qui sont antisémites d'ailleurs, mais qui sont sionistes. Donc on dit souvent que l'antisionisme est la marque de l'antisémitisme, mais il y a des gens qui sont sionistes et antisémites. Parce que quand le Messie revient sur terre, il extermine les Juifs, donc ce qui n'est pas une très bonne solution pour eux. Et en France, vous pensez que les politiques et journalistes français sont sous influence des Israéliens ? Ils ont un parti pris pro-israélien. Ils ont un parti pris pro-israélien, on l'a vu pour Laurence Ferrari, parce que c'est effectivement un attachement civilisationnel. Il y a des gens qui le sont parce qu'ils n'aiment pas les Arabes, il y a le souvenir de la guerre d'Algérie, il y a le souvenir du colonialisme, il y a des gens qui pensent que le terrorisme et l'islam sont mêlés et que Israël est à la pointe avancée du combat contre le terrorisme, alors qu'on pourrait penser que l'action israélienne nourrit le terrorisme plus qu'il ne le combat. Il y a peut-être des gens qui sont aussi antisémites et qui pensent que comme les Juifs sont puissants, il faut être de leur côté, de même façon. Donc il y a de multiples raisons, mais grosso modo, effectivement, les médias français et la classe politique française sont plutôt du côté d'Israël, on le voit dans tous les débats, et ils en arrivent souvent à déformer la réalité, à dire par exemple que le blocus de Gaza est légal, ce qui est faux, à dire que les bombardements sur l'Iran ne sont pas contraires au droit international, ce qui est faux. Donc on voit tout ça par ce biais pro-israélien, effectivement. Vous avez dénoncé récemment les propos sur LCI de Caroline Fourest et de Ruth Elkrief, qui utilisent mot pour mot des éléments de langage de la propagande israélienne. Caroline Fourest, ça fait quand même très longtemps qu'elle participe à cette politique de communication d'Israël, d'abord en attaquant tous ceux qui émettent une critique de l'occupation israélienne. Tout de suite, ceux qui font ça sont proche du Hamas ou proche du Hezbollah. Si tu critiques l'occupation, t'es du Hamas. Tu peux pas être juste pour le droit international. Donc, elle a toujours diabolisé ceux qui faisaient respecter le droit international. Et là, effectivement, récemment, elle a fait une grosse opération de communication disant qu'il n'y avait pas d'arrêt de l'aide humanitaire pour Gaza, c'est qu'Israël l'avait interrompu pour mieux la réorganiser afin qu'elle ne soit pas contrôlée par le Hamas. Or, toutes les ONG humanitaires, mais absolument toutes, disent que l'opération menée par Israël avec une fondation américaine dirigée par des Israéliens était une catastrophe, qu'on a tiré sur des gens qui venaient chercher de l'aide humanitaire, que cette catastrophe était annoncée. Et donc, Caroline Fourest est dans la négation de la réalité. Elle ment en disant que tout s'est bien passé et qu'il n'y a pas de blocus, alors qu'Israël a déclaré un blocus sur l'aide depuis début mars. Et que tout le monde le sait, tout le monde le dit, sauf elle. Alors,
Concernant les politiques, il y a une vraie problématique également. On l'avait déjà dit lors de la dernière vidéo, mais entre 2017 et 2024, sur les 666 voyages déclarés par les parlementaires français, 101 voyages concernant Israël. Et il y a 22 sénateurs et sénatrices qui ont fait le déplacement en Israël récemment, qui ont dit ce voyage a renforcé notre attachement à la société israélienne et notre conviction profonde qu'Israël est à l'avant-garde d'une guerre de la civilisation contre la barbarie. Ah non, Elnet a réussi sa politique de communication. Elnet a une très grande influence sur les parlementaires, ils s'en vantent d'ailleurs, sur les médias aussi, et leurs voyages de communication en Israël sont une réussite pour faire progresser la cause israélienne et invisibiliser la situation des Palestiniens. On a eu un rapport qui mettait en cause l'influence des frères musulmans en France, pour s'apercevoir qu'ils sont au nombre de 400, donc c'est quand même pas si important que ça, mais Elnet exerce une vraie influence sur les parlementaires français. C'est une belle réussite du point de vue israélien, parce que c'est vraiment bien fait. Ils sont arrivés à convaincre les parlementaires français que l'intérêt de la France et l'intérêt d'Israël étaient mêlés, étaient joints, ce qui est très contestable. Parce que on peut aussi penser que l'action d'Israël met en danger notre sécurité en développant le terrorisme, plus qu'il ne le combat, et que un jour ou l'autre, ce type de violence aura des répercussions éventuellement sur notre territoire. Vous évoquez également la complicité par le silence, le rôle joué par les intellectuels universitaires qui finalement s'expriment très peu sur le risque génocidaire à Gaza. Oui, ils ont la trouille. Ils ont la trouille. Article 1, j'ai peur. Article 2, j'ai peur. Et donc, en fait, ils veulent pas d'emmerde. Ils veulent pas être attaqués par le CRIF, ils veulent pas être attaqués par Philippe Val, par Karine Fourès, par tous ces gens-là. Et ils savent que s'ils font un propos qui peut paraître trop critique par rapport à Netanyahou, ils vont être accusés d'antisémitisme, ils auront une shitstorm sur les réseaux sociaux, ils pourront éventuellement perdre certains avantages, ils pourront éventuellement ne pas être réinvités sur certains plateaux. Et donc oui, il y a vraiment cette stratégie de la peur est payante. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur et qui, du coup, se taisent, n'expriment pas pour rester tranquilles, ils n'expriment pas ce qu'ils pensent du conflit, et ils préfèrent garder leur tranquillité plutôt que dire ce qu'ils pensent. Cette stratégie d'intimidation, en fait de terrorisme intellectuel, en réalité, est payante. Vous soulignez également dans votre livre le rôle des institutions internationales dans ce conflit. La CPI et le TIG peuvent-ils encore jouer un rôle dans cette crise, pour votre avis ? Ils sont en crise parce que pour la première fois, la Cour pénale internationale a mis en cause un dirigeant allié des Occidentaux. Jusqu'ici, c'était que des dirigeants africains ou Poutine qui était le rival. Et donc tout le monde applaudissait la CPI, tout le monde a applaudi dans le monde occidental le mandat d'arrêt émis contre Poutine, mais quand il y a eu un mandat d'arrêt qui a été émis contre Netanyahou, on dit « Ah bah non, mais il est à la tête d'une démocratie, donc il peut pas y avoir un mandat d'arrêt. » Mais en fait, la CPI ne juge pas la nature constitutionnelle d'un État, elle juge son action internationale. Et il s'est documenté qu'il y a à tout le moins des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et un éventuel risque génocidaire. Et donc là, tous les pays qui soutenaient la CPI ont fait un peu, ou la plupart ont fait machine arrière. Et d'ailleurs, Donald Trump a pris des sanctions contre les juges de la CPI qui ne peuvent plus aller sur le territoire américain. S'ils avaient des avoirs aux États-Unis, ça a été confisqué. Et donc on voit qu'il y a une sorte de pesée sur les juges. Enfin, c'est une sorte de mafia à l'échelle internationale, parce que quand vous empêchez les juges de faire leur travail, c'est quand même... Mais bien sûr, les États-Unis, qui avaient été inquiétés sur l'Afghanistan et l'Irak, et Trump veut détruire la Cour pénale internationale. Donc il faudra voir s'il y a aussi des menaces sur ceux qui y travaillent, et il y a des gens qui ont préféré démissionner. Donc il y a un enjeu majeur de savoir est-ce que la justice prévaudra, ou est-ce que c'est le rapport de force. Aussi bien par rapport à la guerre en Iran, aussi bien par rapport à la Cour pénale internationale, le débat il est est-ce que l'on donne du pouvoir au droit ou est-ce qu'on donne du pouvoir à la force? Est-ce que la force est mise au service du droit ou est-ce que c'est le droit qui est minoré, et, enfin mis de côté du fait de la force? Et de plus en plus on voit que, alors que sur le XXe siècle il y a eu un progrès constant du droit international, depuis quelque temps c'est un détricotage du droit international, de plus en plus, aussi bien la justice internationale que du droit. Et vous pensez que ça peut changer ? Le rapport de force n'est pas très favorable, surtout que les pays européens, parce qu'il y a beaucoup de pays dictatoriaux dans le Sud qui ne sont pas mécontents que la justice internationale ne soit pas très efficace, et que les pays européens qui devraient être le noyau dur de cela, hésitent plus depuis que Netanyahou a été inculpé.
Pensez-vous que la France va reconnaître l'État palestinien lors du prochain sommet qui vient d'être reporté? Le sommet a été reporté, donc on parle d'un report donc qui devrait avoir lieu, mais en fait, je ne vois pas pourquoi il faut attendre un sommet. Disons que Emmanuel Macron a fait un geste en disant qu'il allait reconnaître la Palestine, on le pressait beaucoup de le faire, mais il a conditionné cela à notamment la reconnaissance par certains pays arabes d'Israël, ceux qui ne l'ont pas fait encore. Aucun ne veut le faire en ce moment, et encore moins que les bombardements sur l'Iran. Donc je pense que cette promesse de reconnaissance eh bien, ne sera pas tenue avant longtemps, et que du coup, la France apparaît timide, apparaît pusillanime par rapport aux principes qu'elle a elle-même énoncés. Et en tant que spécialiste de géopolitique, quelles leçons globales tirez-vous de cette situation? C'est la politique de force et du chaos. Mais je veux dire, pour les forts peuvent se dire, voilà, je maîtrise, j'ai imposé ma loi, ma loi à moi, pas la loi, mais ma loi, ma propre loi, mon droit à moi, pas le droit en tant que tel. Et pourquoi m'inquiéterais-je? C'est bien comme ça. Sauf que cette politique pure de force ne peut que conduire à des chaos de plus en plus grands, à beaucoup plus de violence, et c'est vraiment un avantage à court terme. Raymond Aron, qui n'était pas insensible au sort d'Israël, avait écrit en 1976 un livre sur Clausewitz, sur la guerre, et il avait dit que Israël, depuis longtemps, donc c'était en 76, menait des politiques sécuritaires qui l'empêchaient d'atteindre ses objectifs stratégiques. C'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Et effectivement, Israël gagne des guerres, mais n'est pas capable de vivre en paix. Est-ce qu'on peut être optimiste? C'est difficile, très franchement, c'est difficile d'être optimiste. Moi, je suis un peu vraiment, et je connais plein de gens qui sont comme ça, non seulement la situation internationale est quand même désespérante, le nombre de morts, les massacres, mais surtout la qualité du débat en France. C'est-à-dire que le nombre de mensonges qui s'étalent sans être contredits, le nombre de contre-vérités, d'arguments fallacieux qui s'étalent, c'est quand même assez hallucinant. On peut penser que dans un pays, en fait, et donc ça développe le complotisme, ça développe la méfiance par rapport aux journalistes, c'est pas bon. Le pays est perdant de tout cela et de ce débat biaisé. Je vous remercie Pascal Boniface. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Permis de tuer aux éditions Macmillan. Merci.